Bonsoir, encore tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024. Je suis ravi de vous accueillir dans l'écrin d'Atoukam, à Livry-Gargan. Et pour cette grande première dans nos locaux, je vais accueillir Françoise Bitati-Trachet. Ma chère Françoise, on se dit tu parce qu'on se connaît. Je te souhaite une excellente année à toi aussi. Merci à toi aussi et à tous les auditeurs. Eh bien, écoute, donc je te rappelle le principe de cette émission, et puis pour vous aussi, peut-être qu'il a découvert. En fait, il s'agit d'une émission où on va passer 20 minutes ensemble, à faire connaissance et à parler, puisque c'est la raison pour laquelle je t'ai invité, d'un livre que tu as coécrit et qui s'appelle, Françoise? Ils habitent les bois, récit de nos rencontres. Alors, c'est un titre un peu énigmatique. Est-ce que c'est un roman? Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ce recueil? Ce sont des histoires de vie racontées par des personnes bénévoles qui se sont engagées auprès des populations qui vivent dans les bois, dans des squats, dans des tentes, dans des cabanes au fond des bois, dans des conditions de très très grande misère. Et des bénévoles qui se sont complètement émus de ces populations et qui pendant des années et encore aujourd'hui les accompagnent. Et donc ils ont souhaité écrire ce qu'ils avaient vécu de rencontres humaines avec ces personnes qui vivent dans les bois. Alors ce livre que tu m'as offert et dédicacé, et je te remercie, le voici, je vous le montre à l'image pour que vous puissiez vous souvenir de l'image et éventuellement l'acheter. C'est un livre qui a été écrit, qui raconte un récit qui commence en 2012, qui s'arrête en 2018 Oui. et qui a été publié en 2020, je crois. Il a été publié en 2020, il se commande à la Fnac, n'importe où, hein, je préfère de pub, mais on peut le commander n'importe où. Ouais. Effectivement, il a été fini en 2018. Aujourd'hui, les actions se continuent dans les bois, hein, les mêmes personnes continuent d'aller dans les bois, oui. Alors, en préambule ce matin, je parlais de déconstruire certains préjugés. C'est un peu ce que vous avez essayé de faire à travers ce livre. Déjà, c'est qui ces gens dans les bois? Alors, ce que on a découvert, alors on est sur un secteur qui est le secteur du Val-Maubuée, dans la Seine-et-Marne. Donc, on va dire Noisiel, Torcy, Champs-sur-Marne, Logne et Merinville. C'est tout un secteur où il y a énormément de bois. Et je veux dire, on a découvert un peu à la fois, enfin, c'est au niveau d'une structure de santé au départ, hein, qui faisait un travail de santé. Parce que toi, c'était Alors moi, je ton parcours travaillais. professionnel, Voilà. c'est ça, hein? C'est dans le cadre de mon travail où j'ai interpellé à la sortie d'un bus, pour dire rapidement les choses, des femmes et des enfants qui descendaient avec des grands bidons d'eau et je les voyais s'enfoncer dans les bois. Donc on a essayé de les retrouver parce que nous on était une structure de santé qui pour les plus précaires, hein, sur le secteur de Marne-la-Vallée. Et on s'est enfoncé dans les bois et on a découvert dans des clairières des cabanes où des gens vivaient depuis des années dans une très très grande misère avec des femmes, des enfants, des vieillards, sans eau, sans électricité, sans ramassage d'ordures, sans scolarisation et sans accès au travail. Alors qui étaient ces populations et qui sont-ils encore? Ceux, nous, avec lesquels on a travaillé, qui vivaient dans les bois, on en a dénombré plus de 500 à un moment donné. Aujourd'hui, ils sont un peu moins nombreux. Ce sont essentiellement des Roms de Roumanie. D'accord, donc 500 Ouais. uniquement dans le bois du secteur dont tu as parlé. Répartis dans différents bidonvilles. Mais dans les bidonvilles de cette zone? De cette Hein, zone. de cette zone. De cette C'est-à-dire que zone. c'est pas à l'échelle Ah non, nationale, non. c'est Dans vraiment cette sur un zone, petit voilà. secteur. Sur un petit secteur. D'accord. Et alors, ces personnes-là, vous avez commencé votre travail, en tout cas le récit commence en 2012. C'est un travail que vous avez entamé à ce moment-là, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que quand, au niveau de la structure de santé, on a donc proposé aux personnes de pouvoir les aider, d'accéder à des soins, puisqu'il y avait des questions de maladies, de soins, de traitements longue durée que les gens n'avaient plus du tout de médicaments depuis un moment. Donc, on a proposé d'aider à ouvrir des droits et on a eu des médecins bénévoles qui ont commencé à aller faire le tour des bidonvilles toutes les semaines. Et donc, on a vite été dépassé par les demandes des personnes qui dépassaient les questions de santé. C'est-à-dire, oui, la santé extrêmement importante, surtout la santé des enfants pour eux, mais aussi l'école,
le travail, plein de questions, hein, la discrimination qu'ils vivaient, enfin ça ils en ont parlé beaucoup plus tard. Et donc on a réuni, on s'est dit, nous, structures de santé, on peut pas agir sur l'école, on peut pas agir sur le logement. Donc on a fait appel au départ aux associations, puis très rapidement, beaucoup de bénévoles, d'associations ou non, se sont proposés. Et c'est ce groupe qui s'est donc déclaré en collectif de Rome Europe, qui est une organisation nationale dans laquelle on fait partie. Et donc, on a créé un collectif Rome Europe avec des bénévoles, associatifs ou non, pour travailler auprès de ces personnes et avec ces personnes. Voilà. Alors dans le recueil, on a le témoignage de plusieurs bénévoles, Bien sûr. hein, qui ont tous des profils un peu différents, qui ont une façon de raconter l'histoire de façon différente. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler un peu des gens qui t'accompagnent et qui ont écrit? Il y en a notamment un qui m'a surpris dans son style, je crois qu'il s'appelle, je sais plus, je dis peut-être une erreur, Jean, c'est un poète. Oui. Il nous raconte l'histoire, mais toujours avec des rimes, avec des vers. Tu les connais tous, ces personnes Bien avec qui sûr, tu bien sûr, travailles? Ouais. je veux dire, on est depuis 2012 ensemble à se réunir et à travailler, à aller régulièrement dans les bois, et on a souhaité l'ouvrage garder le style que chacun avait, voilà. Oui, bien sûr, Jean, hein, bien sûr, très très engagé au niveau du secours catholique, au Alors niveau, je donne voilà. son exemple, mais en Mais il fait, y en a on a plein. François, enfin, ils ont tous chacun pris une narration par rapport à une expérience particulière qu'ils ont pu vivre avec Avec les une de ces populations, personnes, ouais. ouais. Et alors, du coup, il y a aussi en face ces populations avec des personnalités fortes. Il y a une jeune fille qui notamment a des problèmes de vue, je crois. Esmeralda. Esmeralda. Alors, tu peux nous raconter un peu pour donner Alors, envie aux gens de lire le livre? au début du livre, on met aussi, justement, chaque bénévole dit qui il est, hein, tout Oui, cas c'est ce vrai. qu'il a envie de dire de ce qu'il est. Donc c'est là qu'on voit des personnalités différentes, des gens plus engagés d'une façon ou d'une autre, Il y en a qui des viennent de la enseignants, santé, il y en a qui il y viennent en a de... qui viennent de l'éducation, Oui, tout à il fait, y en tout a à fait. Il y en a qui sont, voilà. qui ont jamais eu de parcours particulier dans le domaine du social, mais qui viennent aussi se greffer. Alors l'histoire d'Esmeralda, donc c'est vrai qu'on a des médecins bénévoles qui font des tournées, voilà, qui maintenant se rattachent à la structure de santé auquel je travaillais, mais qui au début ont aussi travaillé comme ça, et donc qui font des tournées toutes les semaines dans les bidonvilles. Et donc la petite Esmeralda avait un problème de vue, elle était quasiment aveugle, et le papa demandait qu'on fasse quelque chose pour sa gamine, sauf qu'il vit dans des conditions d'extrême précarité, je veux dire, c'était très très difficile, sans accès aux droits de soins. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait. Et les hôpitaux n'étaient pas chauds pour opérer une gamine parce qu'il y a la question des traitements et du suivi post-opératoire. Et dans un endroit où il n'y a pas d'accès à de l'eau, où il n'y a pas forcément, je veux dire, on est dans des cabanes construites en bois avec des bâches, des morceaux de tissu. Là, en ce moment, c'est l'hiver. C'est l'hiver, c'est On absolument. se caille, là, C'est il fait voilà. des Alors températures ils sont très je vais dire ingénieuses. ingénieux, voilà le mot. Alors Esmeralda, ben oui, finalement, je veux dire, on a réussi, enfin, les médecins ont réussi à trouver un hôpital qui a accepté, et on a trouvé des infirmières qui ont accepté de venir s'enfoncer. Quand je dis bien s'enfoncer dans les bois, c'est que quelquefois il faut marcher une demi-heure pour les retrouver. Hein, c'est pas juste à côté de la route, parce qu'à côté de la route c'est facile. Hum. La mairie signe un arrêté, le bulldozer arrive, il rase tout, et on n'en parle plus. Quand c'est plus loin dans les bois, c'est plus compliqué pour faire entrer des bulldozers. Voilà. Et ça coûte extrêmement Et cher. ça coûte extrêmement cher. Alors Esmeralda a été opérée, elle a retrouvé la vue, mais ça a été un gros travail collectif avec des gens qui se sont engagés, et les infirmières qui ont suivi dans les bois n'avaient jamais été dans les bois. Et toute personne qui rentre une première fois dans les bidonvilles, accompagnée par des gens qui ont l'habitude de travailler et d'intervenir dans les bidonvilles avec les familles, toutes les personnes qui vont une première fois sortent de là complètement Profondément changées, marqué. profondément marquées, interpellées. Avec souvent les gens nous disent, on dort mal les premières nuits parce qu'on se réveille en se disant, nous on est au chaud chez nous et eux, voilà. Donc je pense que c'est vraiment toujours quelque chose qui bouleverse, ouais. Ouais. On a des idées préconçues sur les Roms, on a uniquement ce qu'on a l'habitude d'entendre, ce qu'on voit aussi,
Combien de fois on s'arrête quand on est en Île-de-France à un feu rouge et on a quelqu'un qui vient avec son enfant sous le bras ou qui vient voilà, nous demander de l'argent, qui parle pas français parce qu'il y a aussi cette frontière-là. Je me rappelle que dans le bouquin, tu nous racontes une anecdote où tu es dans le train, et, dans le RER, je Dans crois, le RER. et où tu rencontres justement une de ces personnes qui certainement a une tenue qui montre qu'elle n'est pas quelqu'un Voilà, de notre niveau voilà, qui montre. social Ouais. et qui te voit et puis vous vous reconnaissez et puis du coup vous vous embrassez et puis vous commencez à discuter comme des amis. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe dans ce RER? Et ben, ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, je lève quand même la tête pour regarder où je suis, pour pas oublier mon arrêt quand même dans l'histoire, et je m'aperçois qu'il n'y a plus personne dans le compartiment. Tout le monde est parti. Voilà, tous les gens ont quitté le compartiment. Alors oui, il y a une discrimination très forte. Les populations roms, tziganes en général, hein, parce que c'est le groupe tzigane, effectivement, il y a un regard, il y a des préjugés, parce que ce sont des populations sur lesquelles on a des préjugés. Alors, ici en France, je veux dire comme dans toute l'Europe, comme partout, quand les Roms voyagent, ce sont des sédentaires, je tiens quand même à le rappeler. Dans leur pays d'origine, ils habitent des maisons, même s'ils habitent quelquefois des maisons en très mauvais état, ou etc. Mais ce sont des sédentaires, c'est pas des gens du voyage. Ils n'ont d'ailleurs pas accès aux aires des gens du voyage. Si je dis ça, c'est parce qu'on nous dit souvent pourquoi ils vont pas dans les aires des gens du voyage. Ils n'y ont pas le droit. Ils ne sont pas gens du voyage. Ils sont sédentaires dans le pays. Ce sont des migrants comme tous les migrants. Ils arrivent en Europe comme ils arrivent partout pour trouver du travail, pour Alors pouvoir avoir de l'argent. depuis 2014, ils sont en Europe. Alors, la Bulgarie et la Roumanie est rentrée dans l'Union européenne en 2007, mais l'autorisation de travail leur a été donnée qu'à partir, Ah oui, c'est pour ça, tous c'est les le. Roumains et les Bulgares, Mm. tous, hein, qu'ils soient roms ou pas roms, hein, qu'à partir du 1er janvier 2014. Mais ce sont des migrants entre guillemets légaux. Ah oui, ils ont le droit de Voilà, circuler. c'est ça. Alors, ils ont le droit de circuler, mais au niveau du droit européen, tous les Européens ont le droit de circuler, l'Union européenne ont le droit de circuler dans les autres pays. Ils ont le droit d'y travailler maintenant, ben voilà. Et par contre, ils ne peuvent pas prétendre à des prestations sociales ni à aucune aide tant qu'ils ne sont pas en situation de travail déclaré. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est-à-dire ce sont des gens, c'est pour ça que je disais quand ils n'ont rien, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de travail déclaré, ils n'ouvrent pas droit ni à des allocations familiales, ni à un logement avec une allocation logement, ni plus tard, bien sûr, à un RSA, etc. L'ouverture à des prestations et des droits sociaux ne s'ouvre pour tout Européen, que ce soit Rome ou pas Rome, hein, qu'à partir du moment où il y a un travail déclaré, c'est-à-dire l'autorisation de résider. Et peut-être une adresse également, non? À une adresse. Le problème de la domiciliation est un gros problème Hum, parce que hum. les structures, les CCAS ne domicilient que les personnes qui sont reconnues habitantes déjà sur la ville avant, ayant des liens avec la ville. Les personnes qui habitent dans les bois ne sont pas reconnues comme ayant des liens avec la ville où ils sont des bois. Donc la domiciliation ne dépend que d'associations qui sont saturées. Donc on a des gros problèmes de domiciliation, oui. Et avoir une adresse, c'est indispensable. Un téléphone, c'est indispensable. Souvent, les gens, quand ils disent oui, ils m'ont dit, moi je dis souvent, le problème c'est que il faut savoir qu'un abonnement, enfin, c'est pas un abonnement, acheter un Lyca mobile, acheter un truc pour le téléphone, c'est le minimum qu'on a besoin. Il n'y a que le téléphone qui permet la communication. Hum. Alors ce monde un peu parallèle qui est juste à côté de chez nous et que toi tu as découvert, il fait également, alors il y a ces a priori, mais il y a aussi ce rejet un petit peu de la société qui est très concentré sur soi, avec aujourd'hui des gens qui ont plutôt une expression de dire on peut pas accueillir toute la misère du monde. Tu l'as déjà entendu 1000 fois ce Alors, témoignage. Euh, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent c'est bien gentil, mais avec l'inflation, avec les difficultés, moi j'ai un travail, je suis français, d'origine française, je suis d'ici depuis très très longtemps. Ma famille a travaillé pour pouvoir avoir une propriété. Et malgré tout, c'est difficile à chaque fin de mois d'arriver à boucler les fins de mois. Alors ils sont bien gentils, les Roms, même s'ils ont le droit de circuler, c'est très bien. Ils viennent, ils investissent un lieu qui n'est pas le leur, ils essayent de récupérer des droits sociaux, etc. Bah, tu les entends comme moi, tous ces oui, alors, discours, mais sans rentrer dans une
posture politique où chacun se renvoie la balle sur... Comment on peut faire pour essayer d'arranger un peu les choses et faire qu'on puisse vivre ensemble? Alors, on est vraiment dans les préjugés, parce qu'en vérité, ils ne bénéficient pas des droits sociaux. Ils n'y ont pas droit. Ils n'y ont pas droit. Ils ne prennent donc pas, je veux dire, l'argent que l'on peut payer dans le cadre de cotisations ou d'aide. Ils n'ont rien. Ils bénéficient uniquement de l'humanitaire, en vérité, de ce que peuvent donner. Ils font les poubelles, ils vous cherchent ce que nous on jette. C'est ce que nous on jette. Ils récupèrent au moment des encombrants ce que eux ils ont besoin de récupérer. Ils sont très ingénieux pour faire énormément de choses et autonomes. Ils n'ont qu'une envie, eux, c'est de s'intégrer. Oui. Ils n'ont qu'une envie. Ils le disent tout le temps. Ils disent, si vous nous donnez un terrain et on peut louer, ils sont prêts à louer. Eux, ils sont prêts à plein de choses. Ils sont prêts à louer, ils cherchent du travail déclaré pour pouvoir y vivre. De toute façon, ce qu'ils cherchent, c'est de pouvoir travailler. Ce qu'ils souhaitent, eux, c'est que leur gamin aille à l'école. Ici, c'est quasiment impossible, puisque les bidonvilles sont rasés régulièrement, tous les 3 mois à peu près, on rase. Donc pas d'insertion possible à l'école, etc., etc. Voilà. Difficulté de trouver des terrains de plus en plus, ce qui veut dire qu'on a malheureusement des phénomènes d'emprise. C'est-à-dire que celui qui trouve un terrain, il va faire payer au suivant. Vous avez compris? On arrive à des situations aussi très compliquées. J'ai vraiment mal au cœur quand je le dis, mais il y a eu des expulsions là cet été encore sur des terrains, et il y a des jeunes femmes seules avec des gamins qui se sont retrouvés à la rue pendant plusieurs mois. J'appelais régulièrement ces jeunes filles en leur disant, on en est où? Est-ce que vous avez réussi à avoir un hôtel du 115? Elles me répondaient, bah non, on n'a pas. Et puis un jour, je lui dis, est-ce que vous êtes où? Alors elle me dit où elle est. Je lui dis, vous avez trouvé, vous avez pu construire une cabane? Elle me dit non, on a été obligé on s'est mis avec un monsieur vous avez compris ce que ça veut dire, quoi. C'est horrible, ça veut dire qu'on est dans des situations. Alors, ce que veulent ces gens, ils veulent pas prendre notre travail ni nos sous, ce qu'ils veulent, c'est travailler, c'est pouvoir habiter. Ce sont des migrants, donc ils rentrent régulièrement au pays, voilà. Ils ont envie de scolariser leurs gosses. Souvent, la plupart aujourd'hui, ils voient bien que c'est compliqué. Là, beaucoup ont laissé leur enfant en Roumanie, et ce qu'ils gagnent ici comme argent, c'est pour payer l'école là-bas. Faut pas rêver. Alors, on a toujours des exemples des moutons noirs, ceux qui ont fait des richesses, mais ça, c'est une toute petite minorité. Ils sont comme tous les migrants, c'est-à-dire qu'ils essaient de travailler, de s'en sortir, c'est pas de prendre l'argent des autres. Est-ce que tu crois pas qu'il y a quand même un principal problème pour leur intégration qui est la communication? Est-ce que le fait que, parce que vous faites l'effort d'aller à leur rencontre, de communiquer avec eux, mais c'est quand même extrêmement difficile quand on veut s'insérer dans un pays, de pas en connaître la langue. Alors, on a de la chance d'avoir pour Et les puis en Roumains, même temps, Françoise, on va avoir des images qui vont diffuser bien sûr, parce qu'on a pris quelques images de ton livre. Tout à fait, c'est normal. Voilà, pour qu'on puisse voir. Là, on te voit avec eux. Mais en même temps qu'on voit défiler les photos, parce que le temps est un peu court, on continue d'expliquer ça. Par rapport à cette histoire de langue, est-ce que déjà tu es d'accord avec tu fais le même constat que moi? On peut pas facilement s'intégrer et arriver dans un pays sans en connaître la langue. Comment on fait? Alors, on a une chance énorme. Enfin, en tout cas, pour les Roms de Roumanie, déjà, ça fait des années que ils sont arrivés. Je veux dire, on a des arrivées de Roms de Roumanie, de Bulgarie, comme on a eu d'arrivées d'autres Roms d'autres pays avant. Hein. Je veux dire, depuis les années 90, la langue roumaine est une langue indo-européenne. C'est très proche du français. Ils ont quelquefois aussi travaillé en Espagne, en Italie. Ils apprennent assez facilement le français. On a de la chance. C'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, actuellement, sur les Roms moldaves qu'on accueille aussi, qu'on suit aussi, qui sont eux plus dans des squats que dans des bidonvilles pour le moment. Ils sont arrivés il y a maintenant 3 ans à peu près en France. Où là, c'est plus compliqué parce qu'on a des Roms moldaves russophones, où là, on a plus de difficultés parce que la langue russe n'est pas une langue européenne de base. Voilà. Là, tu vois, Françoise. Alors, on est sur un bidonville, voilà. On voit dans les conditions dans lesquelles ils vivent, hein, avec de la boue l'hiver, et puis l'été, la sécheresse, j'imagine, avec des températures incroyables dans ces abris. Tout à fait. On a également, et ça fait partie d'un gros chapitre du livre, vous avez eu un projet que j'ai trouvé incroyable. L'école. Ouais, d'école. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, c'est-à-dire qu'on c'est très important la scolarisation.
C'est vraiment, mais même au niveau de l'État, parce que la DIAL, la Direction interministérielle pour l'habitat et le logement, vise finalement à la résorption des bidonvilles. On les voit là. Voilà. Et met en place, je veux dire, met en place, on tente de mettre en place des médiateurs santé, pardon, des médiateurs scolaires dans les lieux, effectivement, où il y a des bidonvilles. Et puis pour permettre la scolarisation. Alors nous, dans les années, effectivement, on a tenté aussi, on a envoyé les enfants à l'école, mais bon, c'était assez compliqué. Les enseignants étaient super emballés de ces gamins-là, super emballés. Le problème derrière, c'est la distance entre l'école et le bidonville. Voilà. Deuxième problème, la question de la restauration scolaire. C'est-à-dire qu'ils sont considérés hors commune, ça veut dire qu'il y a des prix qui sont exorbitants que les familles ne peuvent pas suivre. Alors, en désespoir de cause, et puis on s'est aperçu que c'était compliqué aussi pour les familles qui avaient quelquefois même pas été scolarisées, de comprendre ce que ça veut dire la scolarisation d'un enfant. Donc on Oui, s'est dit, c'est il ça, en fallait un fait, palier intermédiaire. dans toutes les situations, Tout le temps, tu as faut un palier. toujours vous Faut faire un racontez souvent palier. le fait que vous avez des petites victoires. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, l'école, quand vous l'avez montée, Ouais. les gamins, ils n'ont pas l'habitude. Donc, il y a ceux qui viennent régulièrement, il y a ceux qui viennent en retard, Voilà, il y a ceux qui viennent pas ou qui viennent plus. voilà, tout à fait. Et puis, il y a aussi ces situations de détresse où, en fait, une fois que le bidonville a été constitué, qu'ils ont trouvé leur repère, qu'il y a cette petite école qui se met en place, qu'ils ont trouvé des docteurs qui peuvent s'occuper d'eux et que on vient tout raser. Ouais. On leur enlève la plupart des choses qu'ils ont fabriquées de leurs Bien propres sûr, mains. tout à fait. Et puis, Tout à de fait. toute façon, ils vont repartir. Le problème ne va pas être résolu parce Non. qu'ils vont se réinstaller un peu plus Bah loin. oui, bien sûr. Et ils vont recommencer à zéro. Mhm. Et ils vont devoir recréer un peu les liens, etc. Il n'y a pas des moments où on perd espoir quand Alors, on aide les gens? si, on perd espoir. Alors, l'école, il faut savoir qu'elle a été construite avec les habitants, avec les étudiants de l'école d'architecture de l'université voisine, qui est très, très engagée, qui est toujours très engagée à travailler avec les personnes pour construire, pour aménager leur lieu de vie. Et donc, on a construit une école, oui. Alors, on a eu des emplois aidés, et puis ça a duré une année scolaire, quasiment, pas tout à fait. Et malheureusement, les bulldozers sont arrivés, tout a été rasé. Et tout a été supprimé. Et ce qui était fou derrière dans cette histoire-là, c'est qu'on a eu un investissement fort des parents. C'est-à-dire que les parents, ils arrivaient le matin pour nettoyer l'école. Ils arrivaient avec du bois pour qu'on puisse, parce ils fabriquent toujours leur chauffage avec des gros bidons qu'on entoure de terre. Ils sont très très ingénieux. Vous savez, pour voilà, vraiment des techniques à l'ancienne qu'on a pu connaître d'autres avant. Et voilà, donc les parents étaient aussi très engagés. C'était vraiment superbe. Bon, oui, c'est rasé. Il n'y a pas de relogement, très peu. Les hébergements en hôtel sont rares, sont compliqués à obtenir, sont quelquefois très loin, donc ça ne facilite pas. En plus, ce sont des personnes qui vivent en famille. C'est pas papa, maman, les enfants. C'est grand-père, grand-mère, les fils, les femmes des fils et des enfants. C'est des grandes familles. Donc, proposer des hôtels avec une chambre C'est compliqué. Là aussi, il faut des marches, des paliers pour y arriver à ce qu'on accepte. Parce qu'on a des familles qui vivent en hôtel depuis 5-10 ans et qui sont complètement aujourd'hui intégrées dans la vie sociale, qui ont un travail, les gamins vont à l'école, au lycée, au collège, à l'université. Voilà. Le logement, Donc, t'as quand même quelques réussites. l'espoir, oui. Le logement, la stabilité d'un logement. La stabilité d'un logement, l'accès à l'eau. La santé, bien sûr. Les liens sociaux, mais ça, il les crée très facilement. Hein. Ça permet de stabiliser et après, on peut arriver au travail et à la scolarisation des enfants. Mais si on n'a pas de toit sur la tête, si on n'a pas de quoi se laver, si on n'a pas de quoi manger... Françoise, c'est un tout petit livre, mais il y a plein d'informations, il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, dont Bien on sûr, aurait c'est pu normal. parler pendant encore très longtemps. Maintenant, l'émission touche à sa fin. Je voulais juste conclure parce que à la fin du livre, vous avez écrit au président de la République de l'époque. Ils ont écrit au président de la République. Ils Voilà. ont tous signé. Voilà, Ils ont écrit. voilà, c'est exact. Ce sont eux qui ont écrit. François Hollande à l'époque. Oui, Est-ce que vous avez une réponse jamais. et où est-ce que vous en êtes Alors, on n'a pas eu de réponse. travail que vous Maintenant, faites. comme toutes les associations de Rome Europe, nous allons à des réunions avec la DIAL. Nous avons des réunions tous les mois au niveau du collectif de Rome Europe national. Donc, on a quand même un travail qui est fait pour faire avancer les choses. Il y a des petites choses qui avancent. On a une plateforme internet qui est mise en place, qui nous permet de dire ce qu'on fait sur les bidonvilles et de sensibiliser, de pouvoir s'entraider. Donc non, il y a un travail qui continue à se faire, ça va pas assez vite. Et Ouais. puis surtout, on détruit et
plus on détruit, plus on fait une rareté de terrain et on en arrive à des situations très complexes. Il faut qu'on ait une solution pour que ces bidonvilles disparaissent et qu'on propose aux personnes quelque chose qui soit plus acceptable. Alors, bien sûr, ça peut être de l'hôtel s'il y a un suivi, mais ça peut être aussi des villages d'accueil. On peut penser à des choses. Il faut des paliers, de toute façon, avant d'arriver au droit, au logement normal. La plupart dans les bidonvilles, on estime, juste pour terminer, à peu près aujourd'hui à 30% des gens qui travaillent d'une façon déclarée dans les bidonvilles. Ceux qui vivent dans les hôtels ont plus de travail déclaré, Oui, il n'y a pas de oui. problème. Mais donc, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir, il y a de changement aussi, beaucoup de comportements. Hein, à force de côtoyer d'autres cultures, les gens toutes les cultures évoluent, mais à se côtoyer, des choses bougent. Voilà, donc il y a de l'espoir. Oui, je pense qu'il y a des choses qui peuvent avancer aussi. C'est très long, il faut à chaque fois rappeler. Voilà. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de personnes dans la rue. Merci Françoise. Je vois qu'on a affiché sous toi pendant que tu discutais les Les coordonnées coordonnées. pour qu'on puisse te contacter, pour que tu puisses répondre aux Bien questions, sûr. éventuellement rediriger les gens vers ton bouquin. On rappelle que donc ça s'appelle Ils habitent les bois, récits de nos rencontres. C'est le collectif, c'est l'édition, hein, c'est ça, non verbal, c'est ça? L'édition non verbale. Non verbal, donc on le trouve à la FNAC et dans toutes les librairies Voilà. en ligne Collectif qui est dignes de écrit, ce nom. voilà, écrit par les membres du collectif Rome Europe du Val-Maubuée. Voilà. Voilà. Merci Françoise d'être De venue nous rien. en parler. C'était très intéressant et puis j'espère qu'avec ces échanges, bah, vous en aurez appris un peu plus et puis que on aura peut-être un tout petit peu décousu nos a priori sur les Roms. Merci Françoise. L'émission touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. La semaine prochaine, nouvelle invitée. D'ailleurs, j'ai entendu que ça sonnait. Peut-être vous aussi. Ça doit être l'invité suivant pour la semaine prochaine. À très bientôt dans Mon Quotidien TV. Au revoir.